Alors ouais, tout ce qui est bouffe, là on peut... Ouais, tout ça on a qu'à le mettre à la cuisine et puis le reste on verra après. Thomas Perrin, je suis directeur de recherche CNRS en termes de fonction. Mon travail c'est de produire de la recherche archéologique sur la préhistoire récente en Méditerranée occidentale. Alors, on n'a qu'à faire ça, on a qu'à juste... on va aller se préparer à manger tranquillou puis on verra ça après. Parce que là, mes parents étaient très intéressés en histoire, on allait visiter des sites archéologiques, des musées, des machins, donc c'était une imprégnation forcément familiale qui compte. Je suis incapable de dire pourquoi je me suis dit un jour là que ça va être l'archéologie, quoi. Ça c'est venu un peu tout seul, quoi, mais par contre c'était évident, quoi. Enfin, c'est... Mon premier chantier j'avais 16 ans. Une fois que tu as mordu à l'hameçon en quelque sorte, passes tes étés à faire des fouilles et puis une fois que tu as compris que c'était ça qui était bien, voilà, t'enchaînes avec les études et tout, quoi. Mais... Il va y en avoir tous les jours quasiment des scolaires là, cette semaine. Ah ouais? Mon père était très porté sur tout ce qui était historique, alors plutôt antiquité, des choses comme ça. Il était prof de lettres classiques, quoi. J'ai souvenir de visites de sites archéologiques quand j'étais gamin. Et je crois que le tout premier chantier que j'ai fait, je l'avais trouvé dans Archéologia, là, dans le journal. Et je pense qu'il y a une part de détermination sociale. C'est pas restrictif, mais dans les archéologues, dans les étudiants qu'on a, il y a beaucoup de fils de profs. Profs d'histoire, lettres, ce genre de choses, évidemment. Dans mon cas spécifique, je pense qu'il y a effectivement un contexte familial, donc voire une prédétermination, peut-être. Gamin, moi, c'était, toi, j'hésitais entre être bibliothécaire, prof d'histoire, ou archéologue, ou bûcheron. Mes parents avaient une ferme dans la forêt, dans les Vosges, et faisaient beaucoup de ce genre d'activité, et puis des influences type des bouquins sur tu vois, la vie en forêt en Amérique du Nord, enfin Canada, ces genres de choses. Voilà, donc ça fait un, 2, 3, 5, et la zone 4, c'est la zone là-bas où on met le pique-nique. L'imaginaire gamin, c'était beaucoup lié à des BD, genre les Rangs, Alix, toi, tout genre de choses. Alors que c'est pas de l'archéologie, mais c'est des restitutions de vie passée, quoi. Très vite, moi, dès que j'ai passé mon premier chantier, l'image d'Épinal de l'archéologie, en fait, elle est très vite détruite, quoi. Enfin, dès que tu mets les mains dans la terre, voilà, t'as compris que c'est pas ça, quoi. C'est toujours la volonté de découvrir l'objet, le truc extraordinaire, voir l'Indiana Jones quelconque, enfin. L'imaginaire du chasseur d'antiquité, effectivement, c'est exactement ça, quoi, du 19e. Tu fais deux, trois campagnes de fouilles sur des chantiers, bon, t'es très vite remis dans la réalité de la chose, quoi, donc, et heureusement. Moi, il était clair que je voulais aller faire les études à l'Université de Paris 1, à la Sorbonne, qui à l'époque était le must, quoi, de la fac d'archéologie en France. Mes parents étaient pas très chauds. L'archéologie, t'as du mal à voir te projeter en termes de métier pour te gamin, quoi. Et donc on avait fait un deal avec mon père, en gros, de faire l'école du Louvre, parce qu'il était très obsédé par les grandes écoles. J'ai fait un an à l'école du Louvre et après je suis parti direct à l'université. Je pense pas qu'un conservateur de musée puisse se revendiquer archéologue et réciproquement, quoi. Enfin, c'est vraiment deux métiers qui ont rien à voir, quoi. C'est de l'histoire de l'art, déjà, c'est pas de l'archéologie. Et puis c'est de l'histoire de l'art catalogue, l'opposé de l'archéologie, quoi. Tu vas pas chercher l'objet à exposer dans un musée, quoi. Non. Le but, c'est quand même d'écrire de l'histoire, quoi. Enfin, toi, tu trouves des vestiges et tu ne racontes pas une histoire, justement. Au contraire de ça, tu restitues une histoire des populations passées. Avec plein de vides et plein d'incertitudes, mais le but, c'est ça, c'est d'écrire l'histoire, quoi. Faut prendre une montagne de tomates, de quoi faire des salades, enfin des poivrons, pas montagne. Les scénarios historiques sur lesquels je travaille, les confrontations entre des mondes différents, ce qui est intéressant, c'est de te rendre compte que des populations qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent, bah, vont parfois avoir des réactions extrêmement diverses les unes avec les autres et qui vont pas toujours aller vers le positif, qui peuvent aller vers des réponses, on va dire, constructives. Et en tout cas, ce qui nous paraît être une intégration, en tous les cas, et donc peut-être quelque chose de positif, sachant que la difficulté quand tu fais de l'archéologie, c'est qu'en fait, tu que le résultat final et tu pas le processus, quoi. Donc, savoir comment s'est passée l'intégration en question, pour le coup, on ne sait pas, quoi. Savoir d'où tu viens, de comprendre ton passé, enfin, je veux dire, ça éclaire un petit peu l'avenir, puis de la compréhension des sociétés dans lesquelles tu vis, quoi. C'est pas tellement d'aller à l'origine des choses, en fait, c'est plutôt de comprendre comment les choses se sont construites pour arriver là où on est, en fait. S'imaginer que tu as une évolution linéaire et puis que
une voie directe vers le progrès, vers la société dans laquelle on est, qui est censée être plus évoluée que les précédentes, bah, en fait, si tu remets tout ça un peu en perspective, tu te rends compte que généralement, c'est pas du tout ça, que c'est sinusoïdal, voire cyclique. À partir du moment où un peu plus de monde prendrait conscience de ça, je pense que on serait dans des sociétés peut-être un petit peu moins abscondes que celles dans lesquelles on est. Et on prend le petit déj là-dessus ou à l'intérieur? Bah, comme tu veux. Quand tu es archéologue, tu es historien à la base, hein. On produit de l'histoire sur des sociétés préhistoriques, mais c'est ça qui touche les gens aussi. Tu vas leur raconter leur région, leurs ancêtres, leur pays, à partir de données qu'ils peuvent voir. Et c'est là où je pense que pour le coup, on est plus attractif qu'un historien lambda. On a la production matérielle et architecturale parfois de ce qu'ont produit les ancêtres en question. Quand on a commencé, il y a une fouilleuse là, cet après-midi, qui disait qu'elle avait 6 ans quand on a commencé les fouilles. Ouais. Voilà, donc, oui. Il y a toujours une frange qui revient. Alors c'est assez cyclique, on va dire. Là, en gros, sur ces 14 ans, on va dire qu'actuellement, c'est le troisième groupe un peu stable de fouilleurs qui se succèdent, quoi. Eux sont bénévoles et ils se construisent leur vie professionnelle, quoi. Donc ils sont là pendant leurs études et puis bah, après, forcément, ils doivent participer, faire d'autres choses pendant leurs étés que venir faire des fouilles ici. Donc il y a toujours un moment où ils doivent partir. Beaucoup reviennent quand même, ne serait-ce qu'en visite, quoi. Et souvent, ce qui se passe, c'est que soit ça marche dans le groupe, soit ça marche pas, en fait. Et à partir du moment où tu as un groupe qui marche, bah forcément, il y a une espèce d'émulation collective et ils reviennent. Ce qui est une bonne chose parce que bah, s'ils reviennent, c'est aussi parce que je veux bien qu'ils reviennent. Donc c'est que ça se passe bien et qu'on travaille bien ensemble. Et s'ils reviennent, c'est souvent à plusieurs comme ça, et du coup, ça fait des groupes qui marchent un peu tout seuls et où pour le coup, le chantier avance plus vite. Il y a eu un premier groupe dans les 3-4 premières années. Après, ça a été enchaîné par un deuxième groupe de personnes comme ça qui se sont bien entendues. Et après, il y a eu une période où pendant 2 ans notamment, les groupes ne fonctionnaient pas. Il n'y avait pas de sentiment de groupe, quoi. Et là, pour le coup, ça fait des campagnes de fouilles qui sont humainement assez difficiles et très longues. Et où, en plus, sur le terrain, ça n'avance pas aussi bien que ça devrait parce qu'il n'y a pas d'émulation, quoi. Donc, les 2 années en question, là, c'était beaucoup des questions de personnes qui veulent s'imposer face à d'autres qui se laissent faire. C'est des gens très jeunes, hein, la plupart ils ont 20 ans, quoi. Et donc assez manipulables, quoi. Et donc si tu mets une espèce de mâle alpha ou de femelle alpha là-dedans et qui décide que lesquels sont les bons, lesquels sont les pas bons parmi les fouilleurs, ça crée des ambiances de fouille qui peuvent être assez pénibles, quoi. Ouais. Ah, il faudrait trouver un faire derrière moi. Et Plus tu t'enfonces dans le temps, plus les données sont maigres et sont biaisées forcément, plus l'interprétation va être risquée. Tu proposes, comme on a fait effectivement Rock Mussou, une lecture, une interprétation des faits qu'on a trouvés. Mais en fait, tout de suite, ça parle aux gens. L'honnêteté intellectuelle là-dedans veut dire aussi que ça se trouve, dans 2 ans, tout ce qu'on raconte va être faux, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut expliciter très clairement. De dire qu'au contraire que ce qu'on propose, c'est une lecture à l'instant T, c'est beaucoup plus attractif pour les gens que de dire, ben voilà, c'était comme ça. C'était comme ça, ben, c'est le catéchisme et ça marche pas. La science historique et archéologique, elle se construit tout le temps, quoi. Donc si tu proposes un scénario que dans 2 ans il est faux, ben, tant mieux, quoi. Au moins on aura progressé, quoi. Tu as une croyance d'un côté et puis tu as un discours scientifique de l'autre, quoi. Donc c'est deux sphères d'interaction et de compréhension du monde qui n'ont pas grand-chose à se dire, quoi, je pense, quoi. et voilà. Les chasseurs-cueilleurs, c'est des entités familiales, hein, donc ils étaient peut-être un peu plus nombreux que nous, enfin que l'équipe de fouille, on va dire, quoi, mais
On imagine souvent des groupes de 25-30 personnes grand max quoi, pour ces périodes. Donc, on n'a pas de preuve directe de vraie hiérarchie sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, puisque c'est notre façon d'appréhender la hiérarchie. Souvent, elle passe par le monde funéraire et par les dépôts d'offrandes en lien avec les sépultures. Pour les périodes sur lesquelles on travaille, les sépultures, il n'y en a pas tant que ça, notamment dans le sud de la France, où quand on en a, ben, c'est une sépulture isolée, et puis après, tu en as une autre 300 km à côté. Alors, est-ce que ça veut dire que la personne enterrée était le big chef? Peut-être, toi, ou au contraire, le détesté du village qu'ils ont enterré alors que les autres n'étaient pas enterrés? Ça, on n'en sait rien du tout. Enfin, on peut tout imaginer, quoi. Et puis après, bah, pour toute la période du 7e, 6e millénaire, dans le sud de la France, par exemple, des sépultures, on a 1500 ans pendant lesquels on en a zéro. Bah, ça va être difficile de faire de l'hiérarchie sociale avec ça, quoi, forcément. Donc, des exemples qu'on peut connaître par ailleurs et des sociétés documentées d'un point de vue ethnographique, c'est des sociétés qui sont souvent peu hiérarchisées, ou quand il y a des hiérarchies, c'est des hiérarchies, bah voilà, les histoires de dons contre dons, enfin, ce type de société. Et c'est qu'après, pendant le néolithique, on voit la hiérarchie se mettre en place, une vraie hiérarchie sociale et des classes sociales se mettre en place, avec notamment la seconde partie du néolithique, et particulièrement au moment de l'apparition de la métallurgie, quoi. Ouais, par rapport. Peut-être que le mastif fait un peu chauffer, du coup, je sais pas. Il est quasiment droit déjà. Il y a là où il faut refaire encore, mais. Ouais, je te prends là si tu veux. Hein. Je crois qu'il a raté Mano à cause de ton oui. Il y a combien de morts au total là? C'est un dessus. Là où tu passais un jour à faire un relevé pierre à pierre, à moitié faux, parce que tu avais des histoires de parallaxe, des pentes, des choses comme ça. Maintenant, tu mets une demi-heure et c'est réglé, quoi. Et ton truc est juste et il est en 3 dimensions. Donc, il y a un carroyage, mais qui est totalement virtuel et qui est matérialisé que sur les plans après dans le système d'information géographique. De façon à pouvoir quand même spatialiser les choses, savoir où on est, si on est en Q18 ou en A5, voilà, on peut visualiser sur le plan du site, mais je m'en sers pas pour plus que ça. C'est une volonté méthodologique d'obliger les fouilleurs en fait à réfléchir en termes de non pas de ce qu'ils font dans leur petit mètre carré comme ça où ils vont faire des décapages un peu artificiels de 1 cm ou deux, sans regarder forcément ce que fait le voisin. Ici, c'est une technique de fouille qui a été développée par des gens qui font de l'archéologie urbaine médiévale et moderne, avec des empilements d'occupations monstrueuses dans le temps, très différentes les unes des autres. L'idée, c'est d'essayer de travailler beaucoup plus sur la cohérence spatiale dans son entièreté des différentes unités stratigraphiques, qu'elles fassent 50 cm de long ou 3,50 m, quoi, ou 10 mètres, enfin voilà, peu importe. Moi, je privilégie la lecture stratigraphique, donc plutôt de savoir qui est au-dessus, qui est en dessous, qui est contemporain, directement sur le terrain. Alors les fouilleurs, c'est vrai que ça les déstabilise beaucoup au début, surtout quand ils se rendent compte que c'est eux qui ont la clé de savoir qui est au-dessus, qui est en dessous. Mais au moins, ils sont obligés de réfléchir à ce qu'ils font, quoi. C'est un gain qualitatif pour tout le monde, quoi. Bah, tu fais un aspi, mais tu vas quasiment jusqu'à la planche de Manon, de Clara. Tu fais un peu toute la zone comme ça. Après, on fera une photo un peu large. Jusqu'à Pierre Brûleur. Ouais. Okay. En gros, là, on peut Et essaye d'aspirer ce merdier là, les fourmis là. Dans la campagne qu'on a fait cette année, il y a certaines parties du site qui ont été mieux documentées que d'autres ou mieux fouillées que d'autres, soit du fait que les fouilleurs y étaient plus compétents ou ont mieux compris, soit du fait que je m'en suis plus investi aussi ou leur ai plus expliqué. Et ça, c'est des choses qui ne vont pas apparaître du tout dans la documentation qu'on produit nous, parce qu'elle est figée, effectivement, que c'est des plans, c'est des notes écrites, des trucs comme ça. Bah non, plus le 0, c'est en bas à gauche, là-bas. Donc si tu prends un point là et que ton objet est là, tu marques plus temps puisque tu augmentes les Y vers le nord. Et là, c'est plus 40. On est remonté un peu dans le temps cette année, on va dire de 12 à 2000 ans avant notre ère. C'est le début de l'Azélien, donc c'est des groupes de chasseurs-cueilleurs à la toute fin de la dernière période glaciaire, quoi. Ils reviennent de manière répétée à Roquemissou jusqu'à la fin du néolithique, en gros autour de 2000, un petit peu avant 2000 ans avant notre ère, quoi. Ici à Roquemissou, pendant
tout le début du néolithique jusqu'au néolithique final, quasiment, on n'a que de la faune chassée. On sait que c'est des agriculteurs, des éleveurs qui sont là, mais quand ils viennent ici, ils ne tuent pas leurs animaux, ils vont chasser les animaux, et les animaux qu'ils consomment sont de la viande des animaux chassés. L'animal domestique, ici, il n'est pas tué. Peut-être que c'est le site lui-même qui a un statut spécifique et que c'est pas un site dans lequel ils venaient avec leurs animaux domestiques aussi. Ça peut être ça aussi. C'est un site de chasse ou des choses comme ça. Mais le premier vestige de mouton qu'on ait, c'est vraiment à l'extrême fin, enfin on va dire au 3e millénaire, quoi, quasiment, quoi. Eh ben, faites-vous plaisir, je vous en supplie, faut le finir. Je le remets pas dans la glacière aujourd'hui. C'est meilleur avec la maillot. Non. Oh, t'as deux œufs. C'est pas possible. Tu prends toute la claque. La sociologie du groupe, c'est clair qu'on ne l'aura jamais. Mais par contre, la force de ces sites-là, c'est le temps long. La difficulté qu'on a, c'est comment tu interprètes les constats archéologiques qu'on fait. Tu peux avoir des scénarios où on voit que les groupes s'évitent les uns les autres, et puis tu as tout un tas d'indices qui nous disent que les groupes se sont rencontrés, puis qu'ils se sont plus ou moins assimilés les uns aux autres, et tu vois ça par des transferts de techniques, des transferts d'outils, ou par des transferts génétiques. Ben, rien ne te dit que l'assimilation est positive ou négative, quoi. Ce qu'on considère nous comme des faits avérés, en général, sont déjà des résultats d'interprétation inconsciente d'autres faits, quoi. Actuellement, le viol collectif est une arme de guerre. Tu vois des génomes partagés, c'est pas pour autant que ça a été des choses. On interprète des faits, mais sans avoir le contexte, quoi. Alors après, le cannibalisme à interpréter, c'est ultra difficile et c'est ultra discutable parce que tu peux avoir du cannibalisme pour t'approprier l'ancêtre et t'en gratifier, ou l'incorporation de l'ennemi pour annihiler ton ennemi. Il y a plein de trucs à écouler. On fait des pâtes comme ça. Et après, poivron, tomate, ce qu'il y a. Comme d'hab. Les migrants actuels sont des migrants de pauvreté, on va dire, quoi, économique, quoi, pour beaucoup qui partent, ou politiques, qui partent essayer de trouver un monde un peu meilleur. L'image qu'on a de la diffusion du néolithique, c'est pas celle-ci, c'est plutôt l'image de sociétés qui, au contraire, qui sont plutôt des sociétés, on va dire, en quelque sorte riches, qui en tout cas vivent bien, et qui vivent tellement bien qu'en fait elles atteignent des niveaux un petit peu de surpopulation ou de surexploitation des ressources locales, qui va contraindre, on va dire, une partie du groupe à aller voir plus loin ce qui se passe et puis à se déplacer un peu comme ça. Donc on est plutôt dans un scénario, on va dire, un peu de type colonisation de l'Amérique du Nord, toute proportion gardée, que de migrants méditerranéens. Les premiers agriculteurs qui viennent s'installer à Béziers, c'est des gens qui viennent de Toscane, quoi. Là, c'est vraiment des colons, quoi. C'est le colon néolithique sûr, quoi. Après, c'est pas toujours ce scénario-là qui a été mis en place, mais en tout cas, c'est l'un des scénarios, ouais. Ça te donne peut-être une certaine distanciation par rapport au monde et, oui, et aux gens que tu vois. Peut-être, j'ose croire que peut-être ça t'ouvre un peu plus l'esprit, quoi. Mais je sais pas si c'est vrai, mais. Les microlithes, c'est un terme un peu impropre qui ne veut pas dire grand-chose si ce n'est dans le langage de préhistorien. En fait, c'est des petites pièces d'outils en silex qui sont notamment caractéristiques des avant-derniers chasseurs, disons, entre les 9e et 7e millénaires avant notre ère. Et après, tu as un premier basculement durant le 7e millénaire où là, on voit quelque chose qui se passe parmi ces groupes de chasseurs qui suggère qu'il y a déjà là des impacts peut-être de populations extérieures. Et puis directement derrière, qu'à quelques siècles, tu as l'arrivée des populations néolithiques qui se déplacent par bateau et par terre
en Méditerranée nord-occidentale, quoi. Les microlithes, en fait, sont des éléments des projectiles qui sont tirés à l'arc. Le but est de créer une hémorragie avec ce type d'armes. Avec les néolithiques notamment, viennent se mettre en place ce qu'on appelle des armatures tranchantes. Les mésolithiques avaient plutôt des armes qui sont plutôt des armes fines et étroites, et donc en gros, tu imagines qu'il faut plutôt aller chercher à toucher les parties vitales, alors que pour le coup, au néolithique ancien dans le sud de la France, ils tirent des pointes qui sont des pointes plutôt larges, qui font 1 cm, 1 cm et demi de large. Et donc là, pour le coup, l'idée, c'est plutôt d'aller de faire saigner. Le changement de gibier et de type de projectile, de manière un peu caricaturale, mais c'est le passage du propulseur à l'arc. Alors souvent, on met le développement de la chasse à l'arc en lien assez direct avec la mise en place de la forêt et le remplacement de ces grands troupeaux par ces mammifères plus familiaux, en quelque sorte, quoi. C'est de la pute. Allô? S'il n'y a pas une éthique dans le film scientifique, c'est plus un film scientifique, quoi. C'est une fiction, quoi. Tu dois quand même te baser sur un discours et puis respecter le discours et un minimum la finesse des hypothèses qui sont émises, quoi. Donc, enfin, le film scientifique, il reflète une pensée, un état des connaissances à un instant T. Documentons l'état de la connaissance et l'état de la fouille à cet instant. L'état des lieux, de nos pensées, de notre discours, de nos façons de faire, de l'état du site, tout ça, à un moment donné, quoi. Et puis ça se trouve, dans 5 ans, tu reviens, on en refait un autre, et puis on fera des trucs totalement différents, quoi. Enfin, ça fait partie d'une manière d'illustrer la construction du discours, quoi. Enfin, et du coup, au final, on en revient à ce qu'on disait au début, du discours historique, quoi, qui est derrière, quoi. Moi, le truc qui me touche là-dedans, c'est vraiment d'essayer d'écrire un peu un bout d'histoire de ces populations dont on ne sait pas grand-chose et qui sont totalement évanescentes dans nos connaissances et dans les vestiges qu'elles ont laissés. Et de se dire qu'à partir de ces petits bouts-là, tu redonnes un petit peu vie à des groupes humains.